J'ai hérité de 3 € en pièces de mon mari. Mon fils a dit « C'est ta part d'héritage, vieille inutile ». Alors je suis partie silencieusement vers la maison de campagne. Mon fils a encore dit « Cette maison ne t'appartient plus non plus ». J'ai juste demandé « Tu crois vraiment que je n'aurai que 3 €? » 2 jours plus tard, il s'est figé en me voyant à la télé. Bonjour à tous. Je m'appelle Simone Renaud et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien compte énormément. Merci de votre présence. Alors commençons. Le matin du 15 novembre 2024 restera gravé dans ma mémoire comme le jour où tout a basculé. Pas à cause de la mort de Jean-Claude, mon mari, survenu 3 semaines plus tôt. Non. Ce jour-là, c'est mon fils qui a tué quelque chose en moi. Quelque chose que je croyais indestructible. L'espoir qu'il m'aimait encore, ne serait-ce qu'un peu. Nous étions assis dans l'étude notariale de Maître Lecomte, dans le 16e arrondissement de Paris. L'odeur du vieux bois ciré se mélangeait à celle du papier ancien. Les fenêtres hautes laissaient entrer une lumière grise et froide, typique de novembre. J'avais les mains jointes sur mes genoux, serrées si fort que mes articulations étaient blanches. Alexandre, mon fils unique, était assis à côté de moi. Costume sombre sur mesure, cheveux plaqués en arrière avec du gel, montre suisse au poignet. Il pianotait sur la table avec ses doigts, impatient, avide. Maître Lecomte a ouvert l'enveloppe cachetée. Sa voix grave a résonné dans la pièce silencieuse. Au 15 novembre 2024, je déclare ouverte la lecture du testament de Monsieur Jean-Claude Renaud. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang battre dans mes tempes. Alexandre s'est penché en avant, les coudes sur la table. Je lègue à mon fils, Alexandre Renaud, la totalité de l'entreprise Renaud Industrie, évaluée à 3 millions d'euros, ainsi que tous les biens immobiliers enregistrés à mon nom. Un sourire discret est apparu sur le visage d'Alexandre. Satisfait, victorieux. Puis Maître Lecomte a continué. Et à mon épouse, Simone Renaud, je lègue 3 pièces d'1 €. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai fermé les yeux une seconde, respiré profondément. Puis Alexandre a éclaté de rire. Un rire court, incrédule, presque méprisant. 3 €? 3 €? Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'un mélange de satisfaction et de dédain. Heureusement que papa a fait quelque chose d'utile avant de mourir, hein maman? Au moins, il a compris qui comptait vraiment dans cette famille. Je n'ai rien dit. Mes lèvres tremblaient, mais je refusais de pleurer devant lui. Je me suis levée lentement, dignement, serrant mon sac contre ma poitrine. J'ai marché vers la porte sans regarder en arrière. Et puis sa voix a traversé la pièce comme un coup de fouet. « C'est ta part d'héritage, vieille inutile. Profite bien de tes 3 €. La porte s'est refermée derrière moi. Le son a résonné dans le long couloir vide du cabinet notarial. Mes jambes tremblaient. J'ai posé une main contre le mur pour ne pas tomber. Mais je ne suis pas tombée. Parce que quelque chose en moi, quelque chose de profond, murmurait une vérité que mon fils ignorait complètement. Jean-Claude et moi avions préparé ce moment depuis des mois. Ce testament n'était pas une trahison. C'était un plan qu'Alexandre ne découvrirait que bien plus tard. Et quand il le découvrirait, il serait trop tard. Beaucoup trop tard. Je suis sortie dans la rue froide de Paris. Le ciel était bas, chargé de nuages gris. Les passants marchaient vite, pressés, indifférents. J'ai hélé un taxi et je suis montée à l'arrière. « Gare de Lyon, s'il vous plaît. » Le chauffeur a hoché la tête et a démarré. Pendant tout le trajet, j'ai regardé défiler les rues de Paris par la fenêtre. Les boulevards élégants, les immeubles haussmanniens, les cafés animés. Cette ville que j'aimais tant. Cette ville où j'avais vécu 45 ans avec Jean-Claude. Où nous avions élevé Alexandre. Où nous avions bâti une entreprise, une vie, une famille. Et maintenant, cette famille venait de se briser. Pas à cause de la mort, mais à cause de la cupidité, de l'ingratitude, de la cruauté gratuite. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message d'Alexandre. « Ne t'avise pas de contester le testament. Tu n'as aucune chance. » J'ai souri amèrement et j'ai éteint mon téléphone.
Contester? Pourquoi contesterais-je quelque chose que Jean-Claude et moi avions orchestré ensemble? J'allais le laisser savourer sa victoire, pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Et puis, le moment venu, je lui montrerai ce que signifiait vraiment le mot « héritage ». 2 semaines se sont écoulées depuis la lecture du testament. 2 semaines durant lesquelles je n'ai pas répondu au message d'Alexandre. Pas par faiblesse, mais par stratégie. Je voulais qu'il croie qu'il avait gagné, qu'il savoure son triomphe, qu'il se sente invincible. J'avais pris le train pour la Provence, vers notre maison de campagne, celle que Jean-Claude et moi avions achetée il y a 20 ans, entourée de champs de lavande, avec vue sur les collines. Un refuge loin du bruit de Paris, loin de tout. J'avais besoin de silence pour réfléchir, pour pleurer aussi, parce que malgré le plan, malgré la préparation, la douleur était là, réelle, profonde. Mon fils m'avait rejeté avec une violence qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. La maison sentait la poussière et le bois ancien. J'ai ouvert les volets, laissant entrer la lumière pâle de décembre. Le vent faisait trembler les branches des oliviers dans le jardin. J'ai préparé du thé et je me suis assise sur la terrasse, enveloppée dans un châle de laine. Le silence de la campagne était apaisant. Pas de klaxons, pas de foule, pas de regards indiscrets. Juste le chant lointain des oiseaux et le bruissement des feuilles. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Jean-Claude, à nos dernières conversations, à ses mains tremblantes tenant les documents de la nouvelle entreprise, à sa voix faible me disant « Il ne mérite rien, Simone, pas après ce qu'il a dit. » Alexandre avait toujours été un enfant difficile, capricieux, exigeant. Mais nous pensions qu'avec l'âge, il changerait, qu'il comprendrait la valeur des choses. Nous nous trompions. 6 mois avant sa mort, Jean-Claude avait eu une violente dispute avec Alexandre. Notre fils était venu dîner à la maison. Après quelques verres de vin, il avait lâché, comme ça, sur un ton détaché. « Papa, tu ne crois pas qu'il serait temps de libérer l'héritage? Je veux dire, tu as quoi, 72 ans? Combien de temps encore ?» Jean-Claude était devenu livide. Moi aussi. Alexandre avait ri, comme si c'était une blague. Mais ce n'était pas une blague. C'était du mépris, de l'impatience, de la cruauté pure. Cette nuit-là, après le départ d'Alexandre, Jean-Claude était resté assis dans son fauteuil, silencieux, le regard vide. Puis, il m'avait regardé et avait dit simplement « On doit faire quelque chose, Simone. Je ne peux pas lui laisser tout. Pas comme ça. » Et c'est ce soir-là que nous avions commencé à échafauder le plan. Un bruit de moteur m'a tiré de mes pensées. Une voiture remontait l'allée de gravier. Mon cœur s'est serré. Je savais qui c'était avant même de voir le véhicule. La BMW grise d'Alexandre. Il est sorti de la voiture en claquant la portière. Son visage était rouge de colère. Il a traversé le jardin à grandes enjambées et s'est planté devant moi, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était sèche, cassante. J'ai posé ma tasse de thé sur la petite table en fer forgé et je l'ai regardé calmement. « Je prends quelques jours de repos. J'en ai besoin. » Il a ricané. « Cette maison ne t'appartient plus, maman. Elle est dans le testament. Elle est à moi. Tout est à moi maintenant. » Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient un peu, mais je me suis tenue droite. J'ai fait quelques pas vers lui jusqu'à être face à face. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je voyais l'arrogance, la certitude absolue qu'il avait tout gagné. Et dans les miens, je ne sais pas ce qu'il voyait, mais j'espère qu'il y voyait ce qu'il allait bientôt découvrir. Qu'il ne savait rien. Rien du tout. J'ai parlé d'une voix basse, presque un murmure, mais chargée d'une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Tu crois vraiment que je n'aurais hérité que de 3 €? » Alexandre a froncé les sourcils. Quelque chose dans ma voix l'a déstabilisé. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Il m'a regardé fixement, cherchant à comprendre. Pendant quelques secondes, j'ai vu l'incertitude traverser son visage, mais elle a vite disparu, remplacée par son habituelle arrogance. Qu'est-ce que ça peut faire? Le testament est clair. Papa t'a laissé 3 €. Point final. Il a fait un geste de la main, comme pour chasser une mouche. Maintenant, sors d'ici. Immédiatement. J'ai souri. Un sourire fin, presque imperceptible.
Le genre de sourire qu'on garde pour soi quand on sait quelque chose que les autres ignorent. J'ai pris mon sac, mon châle, et je suis passé devant lui sans un mot de plus. Derrière moi, j'entendais sa respiration lourde, irritée. Un taxi m'attendait déjà en bas de l'allée. J'avais tout prévu. Je suis monté à l'arrière et j'ai dit au chauffeur « Garde Avignon, s'il vous plaît ». Pendant que la voiture s'éloignait, j'ai jeté un dernier regard vers la maison. Alexandre était resté planté devant la terrasse, les mains sur les hanches, me regardant partir. Il avait l'air perdu, confus, mais toujours convaincu qu'il avait gagné. Pauvre enfant. Il ne savait pas encore que le véritable jeu ne faisait que commencer. Le train filait à travers la campagne provençale, puis les paysages urbains ont commencé à apparaître. Je retournais à Paris, mais pas dans notre ancien appartement du 7e arrondissement. Non. J'avais réservé une suite au Meurice, en plein cœur de la capitale, avec vue sur la Tour Eiffel. Un hôtel somptueux, élégant, où personne ne me poserait de questions, où je pourrais réfléchir en paix et mettre en œuvre la suite du plan. En montant dans le taxi qui m'emmenait de la gare vers l'hôtel, j'ai regardé Paris défiler sous mes yeux. Les quais de Seine, les ponts illuminés, les façades magnifiques des immeubles haussmanniens. Cette ville avait été ma maison pendant presque 50 ans. Et maintenant, elle allait être le théâtre de ma renaissance. La chambre de l'hôtel était somptueuse. Moquette épaisse, rideaux de velours doré, lit immense recouvert de draps blancs immaculés. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la vue. Depuis la grande fenêtre, je pouvais voir la tour Eiffel scintiller dans la nuit parisienne. J'ai posé ma valise et je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais calme, déterminée, prête. J'ai ouvert ma mallette en cuir et j'ai étalé les documents sur la table basse. Contrat, rapport financier, certificat d'action, tout ce que Jean-Claude et moi avions préparé en secret. Tout ce qu'Alexandre ignorait complètement. Mon téléphone a vibré. Un message de Maître Bonnet, mon avocat personnel. « Madame Renaud, tout est prêt. Nous pouvons procéder dès demain matin. » J'ai souri et j'ai répondu « Parfait, faites-le. » Puis j'ai composé son numéro. Il a décroché immédiatement. « Bonsoir, Madame Renaud. »« Bonsoir, maître. Je veux que vous achetiez les actions restantes de Renault Industrie. Je veux le contrôle total d'ici vendredi. » Il y a eu un silence bref. Puis il a répondu, professionnel comme toujours. « Compris. Je m'en occupe personnellement. Votre fils ne saura rien avant que tout soit finalisé. » « Exactement. »« Et concernant l'annonce publique, vous voulez toujours procéder comme prévu ? » ?»« Oui, dans 2 semaines, pas avant. Je veux qu'il se sente en sécurité d'abord. »« Très bien, madame, je vous tiendrai informé. » J'ai raccroché et je me suis laissé aller contre le dossier du fauteuil. Dehors, Paris brillait de 1000 feux. Les voitures circulaient sur les grands boulevards. Les gens vivaient leur vie, inconscients du drame qui se jouait dans cette chambre d'hôtel. Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important. 6 mois avant sa mort, Jean-Claude et moi avions créé une nouvelle entreprise, Simone Innovation SAS. Une société discrète, enregistrée sous mon nom, spécialisée dans la recherche et le développement technologique. Nous avions transféré une partie importante de nos actifs personnels dans cette entreprise. Puis, progressivement, nous avions commencé à acheter des actions de Renault Industrie. Pas toutes, juste assez pour en devenir actionnaire majoritaire sans éveiller les soupçons. Alexandre pensait que l'entreprise familiale lui appartenait désormais. Mais en réalité, ma société possédait 52% des parts. Légalement, c'était moi qui contrôlais tout. Lui n'était qu'un simple gestionnaire. Un employé, en quelque sorte. Et il ne le savait même pas. Oh, avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer de partager ces récits avec vous. Merci du fond du cœur. Revenons à l'histoire. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai pris un long bain chaud, puis je me suis habillée avec soin. Tailleur bleu marine, chemisier blanc, escarpin discret. Élégante mais sobre. Professionnelle. À 10 heures précises, j'avais rendez-vous dans les bureaux de Simone Innovation, avenue Montaigne.
Un immeuble moderne, tout en verre et acier, avec vue panoramique sur Paris. Mon assistante, Claire, une jeune femme brillante de 30 ans, m'attendait dans le hall. « Bonjour, Madame Renaud. Tout est prêt pour la réunion avec les investisseurs européens. »« Merci, Claire. Allons-y. » Nous sommes montés au 10e étage. La salle de conférence était impressionnante. Grande table en bois massif, écrans muraux, fauteuils en cuir. Les représentants d'une importante société technologique allemande étaient déjà installés. Costumes sombres, dossiers épais, regards sérieux. La réunion a duré 2 heures. Ils ont posé des questions pointues sur nos projets de recherche, nos brevets, notre stratégie de développement. J'ai répondu avec précision, clarté, conviction. Jean-Claude m'avait appris tout ce qu'il savait sur le monde des affaires. Et j'avais toujours été une excellente élève. À la fin, le directeur général s'est levé et m'a tendu la main. « Madame Renaud, nous sommes extrêmement impressionnés par votre vision. Nous allons investir 25 millions d'euros dans votre entreprise. » Mon cœur a bondi dans ma poitrine, mais j'ai gardé mon calme. J'ai serré sa main fermement. « Merci, monsieur, c'est un honneur de travailler avec vous. » Des photographes sont entrés, des flashs ont crépité, des contrats ont été signés. J'étais désormais à la tête d'une entreprise valorisée à plus de 50 millions d'euros. Et Alexandre ne savait toujours rien. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Réunions avec des avocats, des comptables, des consultants en stratégie. Chaque détail devait être parfait. Chaque décision devait être irréprochable. Je ne pouvais me permettre aucune erreur. Alexandre ne m'avait pas contacté depuis l'incident à la maison de campagne. Cela ne m'étonnait pas. Dans son esprit, j'étais une vieille femme humiliée, sans ressources, sans importance. Il devait penser que j'étais partie me terrer quelque part, honteuse et brisée. Quelle erreur monumentale il commettait. Un soir, alors que je travaillais dans ma suite d'hôtel, j'ai reçu un appel de Maître Bonnet. « Madame Renaud, c'est fait. Nous avons acquis les actions restantes. Vous détenez maintenant 68% de Renault Industrie. » J'ai fermé les yeux un instant. 68%. C'était bien plus que ce que nous avions prévu au départ. Jean-Claude aurait été fier. Excellent travail, maître. Quand pouvons-nous procéder à l'annonce publique? Dès que vous le souhaitez. Mais je vous conseille d'attendre encore quelques jours. Nous avons reçu une proposition d'interview de France 2. Ils veulent parler de votre entreprise et du prix international que vous allez recevoir. Mon cœur s'est accéléré. Un prix international. Une interview nationale. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Quel prix? Le prix européen de l'innovation technologique. Vous le recevrez à Bruxelles dans 10 jours, mais ils veulent faire un reportage avant la cérémonie. J'ai souri. Le destin jouait en ma faveur. Acceptez l'interview, organisez-la pour la semaine prochaine et assurez-vous qu'elle soit diffusée en prime time. Entendu, madame. Après avoir raccroché, je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Paris scintillait sous mes yeux. La tour Eiffel brillait comme un phare dans la nuit. J'ai pensé à Jean-Claude, à nos longues conversations nocturnes, quand il était encore vivant mais déjà affaibli par la maladie. Je me souviens d'un soir en particulier, c'était en avril 2024. Il était assis dans son fauteuil préféré, près de la cheminée. Le feu crépitait doucement. Il tenait entre ses mains tremblantes une enveloppe Kraft contenant les premiers documents de Simone Innovation. « Simone », m'avait-il dit d'une voix faible, « je vais mourir bientôt. Nous le savons tous les deux. » J'avais protesté, les larmes aux yeux, mais il avait levé la main pour m'arrêter. « Non, laisse-moi parler. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de ce qu'Alexandre va devenir. Il est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus, quelqu'un de cruel, d'égoïste, d'impatient. » Il avait marqué une pause, cherchant ses mots. Hier, il m'a dit qu'il était temps que je libère l'héritage, comme si j'étais un obstacle, comme si ma vie n'avait plus de valeur que celle d'une police d'assurance à encaisser. J'avais pris sa main dans la mienne. Elle était froide, osseuse. « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je veux lui donner une leçon, pas par vengeance, mais par amour, pour qu'il comprenne enfin ce qui compte vraiment dans la vie. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais le respect, la dignité, l'humanité. » C'est ce soir-là que nous avions élaboré le plan dans ses moindres détails.
le faux testament qui lui donnerait tout, la vraie entreprise cachée sous mon nom, l'achat progressif des actions, et finalement la révélation publique qui ferait tout basculer. Jean-Claude voulait qu'Alexandre apprenne la leçon de la manière la plus cinglante possible. Pas en privé, dans l'intimité familiale, mais publiquement, devant le monde entier, pour que l'humiliation soit aussi grande que celle qu'il m'avait infligée au cabinet notarial. Je suis retourné m'asseoir à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai regardé les photos de famille stockées dans mes fichiers. Alexandre enfant, souriant, innocent. Alexandre adolescent, déjà plus distant. Alexandre adulte, le regard dur, calculateur. Où était passé mon petit garçon, celui qui me disait qu'il m'aimait, celui qui me dessinait des cartes pour la fête des mères, celui qui pleurait dans mes bras quand il avait peur de l'orage? Il avait disparu, remplacé par un étranger cupide et méprisant. Et c'était cet étranger qui allait bientôt découvrir la vérité. Le lendemain, j'ai reçu un coup de fil inattendu. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité avant de décrocher. « Allô? Maman ?» C'était Alexandre. Sa voix était différente, moins assurée, presque hésitante. « Oui? Je voulais savoir comment tu allais. » J'ai failli rire. Après m'avoir humilié, chassé, insulté, il voulait savoir comment j'allais? Je vais très bien, merci. Tu es où? À Paris. Tu vis où? Dans un hôtel. Silence. Puis, tu as besoin d'argent? Je peux te virer quelque chose si tu veux. Mon sang s'est glacé. Il pensait vraiment que j'avais besoin de sa charité, de son argent, que j'étais devenue une mendiante dépendante de sa générosité. Non merci, Alexandre, je n'ai besoin de rien. Mais, avec 3 €, comment tu fais pour vivre? J'ai souri. Un sourire amer, douloureux. Ne t'inquiète pas pour moi, je me débrouille très bien. Écoute, maman, je sais que tu es fâchée, mais papa a fait ses choix et... Alexandre, l'ai-je interrompu d'une voix froide. Je ne suis pas fâchée, je suis juste. Déçue, profondément déçue. Déçue? Pourquoi? C'est papa qui... Au revoir, Alexandre. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Mes mains tremblaient. Pas de colère, mais de tristesse. Parce que même maintenant, même après tout ce qu'il avait dit et fait, une partie de moi espérait encore qu'il changerait, qu'il s'excuserait, qu'il redeviendrait mon fils. Mais non, il ne changerait pas. Et c'était précisément pour cela que le plan devait continuer. La semaine suivante est arrivée plus vite que je ne l'avais imaginé. L'équipe de France 2 avait confirmé l'interview. Elle serait diffusée en direct un jeudi soir dans l'émission Regard, une émission très suivie qui traitait de l'économie, de l'innovation et des personnalités marquantes du monde des affaires. J'avais rendez-vous dans les studios de télévision à 18h. Claire m'accompagnait. Elle portait une mallette contenant tous les documents nécessaires, au cas où la journaliste voudrait vérifier certaines informations. « Vous êtes nerveuse, Madame Renaud ?» m'a-t-elle demandé dans le taxi qui nous emmenait vers les studios. « Un peu, ai-je admis, mais surtout impatiente. » Elle a souri. Claire était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire. Elle savait ce que cette interview signifiait pour moi. Pas seulement une reconnaissance professionnelle, mais une revanche, une justice, une libération. Les studios de France 2 étaient impressionnants. Couloirs immenses, équipes techniques courant dans tous les sens, caméras, projecteurs, câbles partout. On m'a conduite dans une loge où une maquilleuse m'a préparée. Fond de teint léger, rouge à lèvres discret, coiffure impeccable. Je voulais avoir l'air professionnel, digne, mais pas prétentieuse. À 19h précise, on m'a emmenée sur le plateau. Les projecteurs étaient aveuglants. Le public était installé dans les gradins. Des dizaines de personnes. Des caméras pointées vers moi. La journaliste, Sophie Marceau, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, m'a serré la main chaleureusement. « Bonsoir, Madame Renaud. Merci d'être avec nous ce soir. »« Bonsoir, c'est un honneur. » Nous nous sommes assises. Un technicien a fait un dernier réglage de mon micro. Puis le réalisateur a crié. « On y va dans 10 secondes. 9, 8, 7. » Mon cœur battait à tout rompre. J'ai respiré profondément.
Pensez à Jean-Claude. Pensez à tout ce que nous avions vécu ensemble. Et puis, la lumière rouge s'est allumée. Nous étions en direct. « Bonsoir à tous », a commencé Sophie. « Ce soir, nous recevons une femme exceptionnelle. Madame Simone Renaud, fondatrice et directrice générale de Simone Innovation SAS, une entreprise française qui vient de recevoir le prix européen de l'innovation technologique. Madame Renaud, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors, dites-nous, comment vous sentez-vous après cette reconnaissance internationale? J'ai souri, un sourire sincère, lumineux. Je me sens fière, mais surtout soulagée, parce que ce prix ne récompense pas seulement mon travail. Il récompense une vision. Une vision que mon défunt mari et moi avons partagée pendant de nombreuses années. Parlez-nous de cette vision. Nous croyons profondément que l'avenir de notre société dépend de l'innovation technologique et de la recherche scientifique. Nous voulions créer une entreprise qui investirait massivement dans ces domaines. Pas pour le profit immédiat, mais pour le bien commun, pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Sophie a hoché la tête, impressionnée. Votre entreprise a récemment reçu un investissement de 25 millions d'euros d'un groupe allemand. C'est énorme. Qu'allez-vous faire de cet argent? Nous allons intensifier nos recherches dans plusieurs domaines clés. L'intelligence artificielle éthique, les énergies renouvelables, la médecine de précision. Notre objectif est de générer des innovations qui changeront concrètement la vie des gens. Et financièrement? Quelles sont vos prévisions? C'est là que j'ai marqué une pause. J'ai regardé directement la caméra. Quelque part, je savais qu'Alexandre regardait. Je le sentais. Nos projections indiquent que d'ici 2 ans, notre entreprise générera des profits annuels dans la fourchette des 100 millions d'euros. Et ce n'est que le début. Un murmure a parcouru le public. Sophie a écarquillé les yeux. 100 millions d'euros? C'est extraordinaire. Oui. Mais vous savez, Sophie, il y a des gens qui croient que la vie se résume à hériter de quelques pièces de monnaie, qui pensent que recevoir sans travailler est une victoire. Mais la vérité, c'est que ceux qui investissent vraiment dans l'éducation, dans la recherche, dans l'innovation, ceux-là ne se contentent pas de pièces. Ils construisent des empires. Le silence qui a suivi était dense. Sophie m'a regardé intensément, comme si elle sentait qu'il y avait une histoire plus profonde derrière mes mots. C'est une philosophie puissante. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous étiez également actionnaire majoritaire d'une autre entreprise, Renaud Industries. Mon cœur a fait un bond. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. C'était une journaliste professionnelle. Elle avait fait ses recherches. J'ai souri calmement. Oui, c'est exact. Renaud Industries appartenait à mon défunt mari. Aujourd'hui, par le biais de Simone Innovation, je possède 68% des parts de cette entreprise. Donc, techniquement, vous êtes la propriétaire? Techniquement et légalement, oui. Et votre fils, Alexandre Renaud, il ne dirige pas l'entreprise? J'ai pris une inspiration profonde. C'était le moment que j'avais attendu pendant des semaines. Mon fils travaille dans l'entreprise, oui, mais il n'en est pas le propriétaire. Il pensait l'être, suite au testament de son père. Mais la réalité est un peu plus complexe. Sophie s'est penchée en avant, captivée. Pouvez-vous nous en dire plus? Mon mari et moi avions créé Simone Innovation bien avant sa mort. Nous avions transféré nos actifs les plus importants dans cette société. Puis nous avons progressivement acheté les actions de Renaud Industries. Le testament laissait l'entreprise à mon fils, certes. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'entreprise elle-même appartenait déjà majoritairement à ma société. Le public était suspendu à mes lèvres. Sophie aussi. Pourquoi avoir fait cela? J'ai hésité, puis j'ai décidé de dire la vérité, pas toute la vérité. Mais assez pour que le message soit clair. Parce que nous voulions nous assurer que l'héritage familial serait utilisé à bon escient. Nous voulions protéger l'entreprise, et aussi enseigner une leçon importante sur la valeur du travail, du respect et de l'humilité. L'interview s'est poursuivie pendant encore 20 minutes. Sophie m'a posé des questions sur mes projets futurs, sur ma vision de l'entrepreneuriat féminin, sur les défis que j'avais rencontrés. J'ai répondu avec assurance, clarté, passion. Chaque mot que je prononçais était sincère. Mais dans un coin de mon esprit,
je pensais constamment à Alexandre. Était-il devant sa télévision en ce moment même? Voyait-il son monde s'effondrer en direct? Comprenait-il enfin l'ampleur de son erreur? Quand l'émission s'est terminée, Sophie m'a serré chaleureusement dans ses bras. « Madame Renaud, vous êtes une femme extraordinaire. Merci pour cette interview. Je suis sûre qu'elle va faire beaucoup parler. » Merci à vous, Sophie. En sortant du plateau, j'ai allumé mon téléphone. Il a immédiatement explosé de notifications. Des messages, des appels manqués, des emails. La plupart venaient de journalistes, d'entrepreneurs, de personnalités du monde des affaires qui voulaient me féliciter ou me rencontrer. Mais il y avait aussi 15 appels manqués d'Alexandre. 15. J'ai regardé Claire. Elle a compris sans que j'aie besoin de parler. « Il a vu l'émission ?» a-t-elle dit doucement. « Oui, il a vu. » Mon téléphone a vibré à nouveau. Alexandre. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis j'ai décroché. « Allô ? Maman !» Sa voix était paniquée, désespérée, tremblante. « Maman, qu'est-ce que c'était que ça? À la télé? C'est vrai? Tu possèdes l'entreprise ?» J'ai fermé les yeux, respiré profondément. « Oui, Alexandre, c'est vrai. Mais comment? Papa m'a tout laissé. Le testament. » Le testament te laissait l'entreprise, pas les actions de l'entreprise. Nuance importante. « Je ne comprends pas. Tu m'as menti? Vous m'avez menti tous les deux ?» Ma voix est devenue glaciale. « Non, Alexandre, nous ne t'avons pas menti. Nous avons simplement protégé ce que nous avions construit, parce que tu ne le méritais pas. » Silence, puis un sanglot étouffé. « Maman, je t'en supplie. On peut parler? Se voir? Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi, Alexandre? Que j'avais de la valeur? Que je n'étais pas juste une vieille inutile, bonne à recevoir 3 €? Que ta mère avait un cerveau, une dignité, une vie au-delà de ton héritage? Je suis désolée, je suis tellement désolée, je n'aurais jamais dû dire ça. J'étais en colère, En colère? Contre qui? Contre ton père qui venait de mourir? Contre moi qui venais de perdre son mari? Non. Contre moi-même, contre ma vie, contre tout. Mais je n'aurais jamais dû te traiter comme ça. Jamais. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Alexandre, pendant des mois, tu as traité ton père comme un obstacle. Tu attendais sa mort comme on attend un héritage bancaire. Tu l'as humilié. Tu m'as humilié. Et tu penses qu'un simple désolé va tout effacer? Non. Mais, maman, s'il te plaît, donne-moi une chance. Une seule chance de me rattraper. Je changerai. Je te le promets. Alexandre. Ma voix était ferme, définitive. J'ai pris une décision. Une décision que ton père et moi avions planifiée ensemble. Tout ce qui m'appartient, toute mon entreprise, tous mes biens seront légués à des fondations de recherche scientifique et technologique après ma mort. Tu ne recevras rien. Pas un centime. Pas une action. Rien. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, j'ai entendu un bruit étouffé, comme si Alexandre laissait tomber son téléphone. Puis, des sanglots, profonds, déchirants. « Maman, non, s'il te plaît, je suis ton fils. » Tu étais mon fils, mais tu as choisi de devenir un étranger cruel et cupide. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences de tes choix. Maman. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, des larmes coulaient sur mes joues. Claire s'est approchée et m'a pris dans ses bras. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Madame Renaud. Vous avez été forte, courageuse. » Je ne me sens ni forte ni courageuse, Claire. Je me sens vide. C'est normal, mais avec le temps, vous vous sentirez libérée. Vous verrez. Nous sommes retournés à l'hôtel en taxi. Paris défilait sous mes yeux, mais je ne voyais rien. J'étais perdue dans mes pensées, dans mes souvenirs, dans ma douleur. Une fois dans ma chambre, je me suis effondrée sur le lit. J'ai pleuré, longtemps, pas seulement pour Alexandre, mais pour tout. Pour Jean-Claude que j'avais perdu, pour la famille que je n'avais plus,
pour les années gâchées, pour l'amour trahi. Mon téléphone a vibré encore et encore. Message d'Alexandre. Supplication. Excuse. Promesse. Je n'ai répondu à aucun. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les yeux gonflés, mais l'esprit plus clair. J'avais pris ma douche, bu mon café, regardé les informations. L'interview faisait la une de plusieurs journaux. Simone Renaud, la femme qui a repris le contrôle. De 3 € à 100 millions, le comeback d'une veuve. Quand l'héritier découvre qu'il n'hérite de rien, les réseaux sociaux bruissaient de commentaires. La plupart étaient positifs. Les gens admiraient mon courage, ma détermination, ma résilience. Certains critiquaient ma dureté envers mon fils. Mais je m'en fichais. Ce n'était pas pour eux que j'avais fait tout cela. C'était pour moi. Pour Jean-Claude. Pour notre dignité. Maître Bonnet m'a appelé en milieu de matinée. « Madame Renaud, félicitations pour l'interview. Elle a fait beaucoup de bruit. Très positif pour votre entreprise. » « Merci, maître. J'ai également reçu un appel de votre fils ce matin. Il veut contester la propriété des actions. Il menace d'engager des poursuites judiciaires. » J'ai souri amèrement. Qu'il essaie. Tous les documents sont en règle. Tous les transferts ont été effectués légalement, des mois avant la mort de Jean-Claude. Il n'a aucune chance. C'est exactement ce que je lui ai dit. Il a raccroché furieux. Bien. Une dernière chose, madame. Vous avez reçu plusieurs offres d'achat pour votre entreprise, des sommes très importantes. Voulez-vous que j'examine ces propositions? Pas pour l'instant. Je veux d'abord la faire grandir, la développer, accomplir ce que Jean-Claude et moi avions rêvé. Très bien, je reste à votre disposition. Après avoir raccroché, je suis allé à la fenêtre. Paris s'étendait devant moi. Les semaines qui ont suivi l'interview ont été intenses. Mon entreprise a reçu une attention médiatique considérable. Des propositions de partenariat affluaient de partout. Des universités voulaient collaborer avec nous. Des investisseurs internationaux frappaient à notre porte. J'étais invité à des conférences à Londres, à Berlin, à Bruxelles. Ma vie était devenue un tourbillon d'activités professionnelles. Et franchement, cela me convenait parfaitement. Cela m'empêchait de trop penser, de trop ressentir, de trop regretter. Alexandre continuait de m'appeler. Moins souvent qu'au début, mais régulièrement. Je ne répondais jamais. Parfois, il laissait des messages vocaux, des messages pathétiques, désespérés, où il suppliait, pleurait, promettait de changer. Une fois, il est même venu à l'hôtel. La réception m'a appelé pour me prévenir. « Madame Renaud, votre fils est dans le hall. Il demande à vous voir. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il dit qu'il attendra le temps qu'il faudra. Alors appelez la sécurité. » J'ai entendu Claire retenir son souffle à côté de moi. Elle me regardait avec une expression mêlée de compassion et d'admiration. « Vous êtes sûre, madame ?» m'a-t-elle demandé doucement. « Oui, je suis sûre. » Alexandre a finalement quitté l'hôtel après 2 heures d'attente. Il a laissé une lettre à la réception. Une longue lettre manuscrite, plusieurs pages, où il s'excusait, expliquait, implorait mon pardon. Je l'ai lu une seule fois. Puis, je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. Parce que les mots, aussi beaux soient-ils, ne pouvaient pas effacer ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, ce qu'il était devenu. En février 2025, j'ai reçu une invitation pour prononcer un discours lors d'un grand sommet européen de l'innovation à Genève. C'était un honneur immense. Des centaines de dirigeants, de chercheurs, de politiciens allaient être présents. J'ai accepté immédiatement. Le jour du sommet, je me suis levée avant l'aube. J'avais passé des semaines à préparer mon discours. Je voulais qu'il soit parfait, pas pour impressionner, mais pour transmettre un message sur la résilience, sur la dignité, sur la capacité de se réinventer à n'importe quel âge. La salle de conférence était gigantesque, des milliers de personnes, des écrans géants, des caméras partout. Quand mon tour est venu de monter sur scène, j'ai senti mon cœur battre très fort. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation, de la fierté, de la puissance. « Mesdames et messieurs, bonjour », ai-je commencé, ma voix résonnant dans toute la salle. « Je m'appelle Simone Renaud et je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une femme de 68 ans qui a tout perdu et qui a tout reconstruit. » Le silence était total. Tous les regards étaient fixés sur moi.
Il y a quelques mois, mon mari est décédé, l'homme avec qui j'avais partagé 45 ans de ma vie, mon partenaire, mon ami, mon complice. Sa mort m'a brisé. Mais ce qui m'a brisé encore plus, c'est la réaction de mon fils. J'ai marqué une pause, respiré profondément. Lors de la lecture du testament, il a découvert qu'il héritait de millions, et moi, de 3 petites pièces d'1 euro. Il s'est moqué de moi. Il m'a appelé une vieille inutile. Il m'a chassé de ma propre maison. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que mon mari et moi avions tout préparé. Nous avions créé une entreprise en secret, transféré nos actifs, acheté des actions. Et aujourd'hui, cette entreprise vaut des dizaines de millions d'euros. Et elle m'appartient entièrement. Des applaudissements ont éclaté. J'ai levé la main pour les faire taire. Je ne vous raconte pas cette histoire pour me vanter, ni pour humilier mon fils publiquement. Je vous la raconte parce qu'elle illustre quelque chose d'important. Nous ne sommes jamais trop vieux, jamais trop brisés, jamais trop perdus pour nous relever, pour nous réinventer, pour reprendre le contrôle de nos vies. Les applaudissements ont repris, plus fort cette fois. Des gens se sont levés. Standing ovation. J'ai continué mon discours pendant 20 minutes, parlant de l'importance de l'innovation, de l'éducation, de l'investissement dans la recherche. Quand je suis descendu de scène, des dizaines de personnes m'attendaient pour me féliciter, me serrer la main, me demander des conseils. Je me sentais vivante, vraiment vivante, pour la première fois depuis la mort de Jean-Claude. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel à Genève, j'ai regardé les informations. Mon discours faisait la une. Simone Renaud, symbole de la résilience féminine. À 68 ans, elle prouve qu'il n'est jamais trop tard. De victime à victorieuse, le parcours inspirant d'une veuve française. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Allô ? Madame Renaud, c'est Maître Lecomte, le notaire qui a lu le testament de votre mari. Mon corps s'est raidi. Oui, je me souviens de vous. Je voulais vous présenter mes excuses. Ce jour-là, quand votre fils vous a insulté dans mon cabinet, j'aurais dû intervenir. J'aurais dû le faire taire. Mais je suis resté silencieux. Et j'en ai honte. J'ai été surprise, touchée aussi. Ce n'était pas votre responsabilité, maître. Si, c'était ma responsabilité humaine, et je voulais aussi vous dire quelque chose d'autre. Votre mari était un homme exceptionnel. Quelques jours avant sa mort, il est venu me voir. Il m'a expliqué tout le plan. Il m'a demandé de jouer mon rôle dans cette mise en scène. Et il m'a dit « Ma femme est la personne la plus forte que je connaisse. Elle va transformer cette épreuve en victoire. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Il avait raison, madame. Il avait tellement raison. Vous êtes extraordinaire. Merci, Maître Lecomte. Merci infiniment. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit. J'ai regardé la photo de Jean-Claude que je gardais toujours dans mon portefeuille, ses yeux bienveillants, son sourire doux. « Tu avais raison, mon amour », ai-je murmuré. Nous avions raison. Alexandre devait apprendre. Et moi aussi. J'ai appris que je pouvais survivre sans toi, que je pouvais même prospérer. Mais tu me manques, terriblement. Mars 2025, 4 mois après l'interview qui avait tout changé. Je me trouvais dans mon bureau de l'avenue Montaigne, entouré de dossiers, de rapports, de projets futurs. Simone Innovation continuait de croître à un rythme impressionnant. Nous avions signé des contrats avec 3 universités européennes, lancé 2 nouveaux programmes de recherche, et notre valorisation avait doublé. Mais ce matin-là, j'avais un rendez-vous particulier. Un rendez-vous que j'avais longuement réfléchi avant d'accepter. Maître Bonnet est entré dans mon bureau, l'air grave. « Madame Renaud, il est là, dans la salle de conférence. Voulez-vous toujours le voir ?» J'ai respiré profondément. Fermé les yeux, un instant. Puis, j'ai hoché la tête. « Oui, faites-le entrer. » Alexandre est apparu quelques secondes plus tard. Et j'ai eu un choc. Ce n'était plus l'homme arrogant et bien habillé que j'avais vu au cabinet notarial. Devant moi se tenait quelqu'un de brisé. Il avait maigri. Son costume était froissé. Ses cheveux mal coiffés. Ses yeux étaient rouges, cernés.
Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Maman. Sa voix était rauque, tremblante. Je suis restée assise derrière mon bureau, les mains jointes, le visage impassible. « Assieds-toi, Alexandre. » Il s'est assis en face de moi, les épaules voûtées. Il ne me regardait pas dans les yeux. « Merci. Merci d'avoir accepté de me voir. Je sais que je ne le mérite pas. »« Non, tu ne le mérites pas. » Le silence qui a suivi était lourd, pesant. « Maman, je... » « Laisse-moi parler d'abord. » Ma voix était calme, mais ferme. « Tu voulais me voir, me parler, me supplier encore une fois de te pardonner. Alors écoute-moi bien. Écoute-moi comme tu n'as jamais écouté personne dans ta vie. » Il a levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues. « Pendant des années, ton père et moi t'avons donné tout ce que nous avions. Amour, éducation, opportunités. Nous t'avons soutenu dans tous tes projets, même quand nous n'étions pas d'accord. Nous avons fermé les yeux sur tes défauts, espérant que tu changerais avec le temps. Mais tu n'as pas changé. Tu es devenu de pire en pire. Égoïste, cupide, méprisant. Je sais. Non, tu ne sais pas. Parce que tu n'as jamais compris ce que signifie vraiment aimer quelqu'un, respecter quelqu'un. Ton père est mort en te sachant devenu un étranger. Tu sais à quel point ça l'a fait souffrir? À quel point ça m'a fait souffrir? Alexandre sanglotait maintenant, la tête dans les mains. Quand tu m'as traité de vieille inutile, quand tu m'as dit que je ne méritais que 3 €, tu n'as pas seulement insulté ta mère, tu as insulté toutes les années que j'ai passées à t'élever, à t'aimer, à croire en toi. Pardon. Alexandre, regarde-moi. Il a levé les yeux. Son visage était ravagé par les larmes. Je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas si je peux te pardonner un jour. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais ce que je sais, c'est que tu dois apprendre à vivre avec les conséquences de tes actes. Tu as hérité d'une entreprise que tu ne possèdes pas vraiment. Tu as perdu l'amour et le respect de ta mère. Tu as gâché les derniers mois de vie de ton père. Et tu dois porter ce poids pour le reste de ta vie. Je suis prêt à tout pour me racheter. Tout. Il n'y a rien à racheter, Alexandre. Ce qui est fait est fait. Mais... J'ai marqué une pause. Mais tu peux choisir qui tu veux devenir maintenant. Tu peux continuer à être l'homme cupide et cruel que tu es devenu. Ou tu peux changer. Vraiment changer. Pas pour moi. Pas pour recevoir quelque chose en retour. Mais pour toi-même. Pour devenir quelqu'un dont tu pourrais être fier. Il a hoché la tête frénétiquement. Je vais changer, je te le promets, je vais. Les promesses ne valent rien, Alexandre. Seuls les actes comptent. Alors montre-moi, montre-toi à toi-même, deviens un homme meilleur. Je me suis levée. La rencontre était terminée. Alexandre s'est levé aussi, hésitant. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? J'ai regardé cet homme devant moi. Mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé, aimé. Et malgré tout ce qu'il avait fait, malgré toute la douleur qu'il m'avait infligée, une partie de moi l'aimait encore. J'ai ouvert mes bras. Il s'est effondré contre moi, sanglotant comme un enfant. Je l'ai tenu, caressant ses cheveux comme je le faisais quand il était petit. Chut, ça va aller, ça va aller. Nous sommes restés ainsi pendant plusieurs minutes. Puis je l'ai doucement écarté. Va maintenant, et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Deviens meilleur. Il a hoché la tête, essuyé ses larmes, et il est sorti. Maître Bonnet est entré quelques instants plus tard. « Vous allez bien, madame ?»« Oui, étrangement, oui. »« Vous pensez qu'il va vraiment changer ?»« Je ne sais pas. Mais au moins, je lui ai donné une chance. Le reste dépend de lui. » Les semaines suivantes, j'ai reçu des nouvelles d'Alexandre par des connaissances communes. Il avait commencé à travailler sérieusement dans l'entreprise. Il se comportait différemment avec les employés. Plus respectueux, plus humble. Était-ce sincère? Durable? Je ne pouvais pas le savoir. Mais c'était un début. En avril 2025, j'ai signé mon testament définitif chez Maître Bonnet. Comme prévu, tout irait à des fondations de recherche scientifique et technologique. Rien pour Alexandre.
Êtes-vous absolument certaine, madame? M'a demandé maître Bonnet. Absolument. Même si votre fils change vraiment. J'ai réfléchi longuement, puis j'ai dit, s'il change vraiment, il comprendra pourquoi j'ai fait ce choix, et il l'acceptera. Parce qu'un homme qui a vraiment changé ne mesure plus sa valeur à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est. J'ai signé les documents. C'était fini. Aujourd'hui, en vous racontant cette histoire, je suis à Tokyo. J'ai voyagé dans 15 pays ces derniers mois pour promouvoir mon entreprise, rencontrer des partenaires, donner des conférences. Ma vie est pleine, riche, intense. Je ne suis plus la femme brisée qui est sortie de ce cabinet notarial en novembre dernier. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de libre. Parfois, Alexandre m'envoie des messages, pas pour demander quoi que ce soit, juste pour me dire bonjour, pour me raconter sa journée, pour me montrer qu'il essaie. Je réponds parfois, brièvement, poliment, parce que je ne suis pas prête à lui pardonner complètement. Peut-être que je ne le serai jamais, mais je ne le déteste plus. Et c'est déjà beaucoup. Ce soir, dans ma chambre d'hôtel à Tokyo, je regarde la photo de Jean-Claude. Nous avons réussi, mon amour, je murmure. Nous lui avons donné la leçon qu'il méritait. Et nous avons construit quelque chose de beau, quelque chose qui durera bien au-delà de nous. Je souris. Dehors, Tokyo brille de 1000 lumières. Demain, j'ai une réunion importante. Après-demain, je m'envole pour Séoul. La semaine prochaine, San Francisco. Ma vie continue. Différente, meilleure, et quelque part j'espère qu'Alexandre aussi continue sa vie. Différemment. En mieux. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Votre soutien compte énormément. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour se réinventer.